Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Hein, c'est Marie Tournelle, maintenant je l'ai dit toute seule. Comment allez-vous? Aujourd'hui, écoutez, au programme retour sur l'épisode 44. Oui, c'était intitulé Faire la morale aux robots et aux algorithmes. Donc, une entrevue que j'avais faite avec Martin Gibert. D'ailleurs, j'avais dit Gilbert tout au long, puis il a fallu que je repasse après pour éditer, pour dire Martin Gibert quand on s'appelle Sénéchal, puis qu'on se fait appeler toujours Sénécal. Je me suis dit, je lui dois bien ça. Donc, Martin Gibert, philosophe éthicien, et plusieurs thèmes abordés avec Martin. Puis j'ai bien hâte aujourd'hui. J'ai mes collaborateurs aujourd'hui. Là, ils sont là, je les vois à l'écran. Je ne les ai pas encore présentés, mais ils trépignent. Donc, avec Martin Gibert, oui, ben voilà, ça recommence. Avec Martin Gibert, on a abordé plusieurs thèmes. Donc, d'éthique, évidemment, d'éthique normative. On a vu les grandes théories morales en éthique normative. Moi, j'étais plutôt dans mon champ de compétences. Là, j'étais plutôt assez à l'aise avec ces thèmes-là, mais j'ai bien hâte de vous entendre. Puis, l'applicabilité de ces théories-là en intelligence artificielle, la possibilité ou non de programmer des systèmes d'intelligence artificielle, des automobiles là, autonomes, en s'inspirant de ces théories morales. On a parlé d'un cours d'éthique aussi, la création d'un cours d'éthique, là aussi, je me sentais plutôt à l'aise avec ça. Puis ça explique pourquoi on en a parlé longuement. Donc, je vous rappelle que l'ouvrage de Martin Gibert, dont je me suis inspiré pour l'entrevue, c'était Faire la morale au robot, une introduction à l'éthique des algorithmes. C'est une belle petite plaquette, là, si ça vous tente de lire ça, une petite plaquette de 160 pages à peu près, là, assez bien lisible le soir sans mes lunettes. Là. C'est vous dire comment que ça se lit assez vite. Donc, ça a été publié chez Atelier. Et pour discuter de cette entrevue, donc les trois sont là, puis ils sont là devant moi et les voici. Donc la première, elle est juriste en résidence, elle est de tous les débats, parce qu'on reviendra là-dessus peut-être. Ève Gaumont est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Ève? Bonjour, bonjour, ça va bien, ça va bien. Merci d'être là, merci de l'invitation. Merci d'être là. Je parlais de tous les débats, là, c'est parce que bon, on en parlait un peu là, dans l'avant-discussion. Là, on t'a vu préparer un mock débat, c'est ça, pour le débat. Ici, pour ceux qui ne le savent pas, là, à l'extérieur du Québec, on est en élection, là, donc il y avait un débat des chefs. Puis ce que je comprends, Ève, c'est que tu mimais un des chefs pour la pratique du débat en question, c'est ça? Exact, j'ai un ami qui m'a référé. Donc, ils font une répétition générale pour les débats des chefs avant chaque élection. Puis j'ai un ami qui me dit, ah, je pense que ça pourrait t'intéresser. Donc, je me suis présentée. Puis c'est ça, donc on se voit attribuer un chef, puis on fait vraiment la répétition générale. C'est-à-dire que là, on Fallait que tu avait mimes le discours du chef en question, là. ouais, exactement. Donc là, on me demandait, par exemple, en matière d'immigration, quelle était Ah oui, ma fait que là, faut que tu position. Puis là, saches je un petit peu la devais position. ah ouais, ouais, non, moi, le programme du Parti québécois, plus de secret pour moi. Excellent. Donc, tu représentais le Parti québécois. En tout cas, t'as une très belle expérience. J'ai vu ça circuler quand tu l'as partagé sur Twitter. Je me dis, qu'est-ce qu'elle fait là? Ève, elle est partout. Ça n'a aucun sens. Excessivement formateur pour ceux, les étudiants qui ont l'opportunité de le faire. Ah Sachez oui, que ça c'est existe, ça. c'est vraiment, vraiment intéressant. Vraiment. Écoute, le second maintenant, donc on est trois, on est quatre aujourd'hui. Donc le second de mes collaborateurs, c'est notre sociologue en résidence et il s'intéresse aux rêves des entrepreneurs électriques. Sylvain Munger est avec nous. Comment ça va, Sylvain? Ça va bien, et toi? Yes, merci d'être là encore aujourd'hui. Bien hâte de te Fidèle au poste. toujours là. Le troisième, c'est notre informaticien, programmeur, puis il fait son doctorat, puis il rêverait que tout ce doctorat se fasse en apprentissage automatique, que tout ça se fasse tout seul peut-être. Donc, Maxime Heuillet est là. Comment ça va, Maxime? Ça va très bien. Début de l'automne, on est toujours à flot. Yes, yes, on manque de temps, puis quand on a un peu de temps, on fait des podcasts, ce qui fait qu'on retourne au même endroit. On n'a pas beaucoup
de temps. Donc, plusieurs thèmes que j'ai abordés, je les ai listés un peu plus tôt avec Martin. Puis ça parlait donc d'éthique. Généralement, d'éthique et d'enseignement, on pourrait le résumer comme ça. Donc, assez loin quand même de vos principales expertises, mais je suis curieux quand même de voir qu'est-ce qui a attiré votre attention, qu'est-ce que vous avez retenu, ce que vous avez compris, ce que vous avez moins compris, puis quels liens surtout. Je pense que c'est ça la pertinence de vous entendre, c'est les liens que vous avez tissés avec vos questions, avec votre sujet d'expertise. Donc, commençons, on va faire quelques tours de table. Commençons par Ève. Ève, c'est quoi qui a attiré ton attention? C'est quoi les nouveaux liens là, que tu as tissés dans ta belle Et tête? oui, ben, tout début, là, dans les notes presque liminaires de votre entrevue, tu dresses le portrait de Martin Gilbert, puis donc tu défiles son CV, puis ce à quoi il répond, ah, ben, je réalise que j'ai un profil plutôt ou plutôt généraliste. Généraliste, oui. Ça m'a fait penser à un article que j'ai vu dans le journal Le Monde au sujet des portraits, des profils généralistes, justement. C'était la synthèse d'une étude scientifique qui était publiée en Italie sur les chercheurs interdisciplinaires et leur réception dans le milieu académique. Ils ont évalué, je crois, Ben oui, j'ai vu les ça. dossiers d'agrégation ou quelque chose du genre. Exactement. Puis, en Italie. Puis plus un chercheur était à la fois interdisciplinaire et performant, plus Salut. ça lui nuisait Ouais. exactement. Je voulais pas te Euh, voler ton punch, j'ai fait le dire. non, ouais, c'est ça. Plus il y avait de citations, plus il y avait d'articles, plus il y avait de Plus on est publications. interdisciplinaire, plus on est performant, plus ça nous nuit dans le processus d'agrégation. Exactement. Puis bon, il y avait la critique normale qu'on adresse, c'est que ces gens-là n'ont pas vraiment de méthode claire parce qu'ils sont un peu les pieds dans les deux. Ben oui. Mais eux, leur hypothèse, c'est qu'aussi les gens qui ont les pieds dans plusieurs disciplines, de ce fait-là, ils challengent le statu quo, ils mettent en péril le statu quo. Et les gens qui sont très purement disciplinaires, les gens qui sont très, très forts de leur chasse gardée disciplinaire, ben, ils ont tendance à percevoir ça d'un point de vue un peu sévère et de les pénaliser. Et la pénalité était de plus en plus forte, plus le chercheur était performant. Et donc, c'est ça. Puis, dans ce podcast où je crois que nous sommes tous un peu à divers niveaux interdisciplinaires, je me demandais comment vous l'aviez reçu, ben, si vous l'aviez vu, puis qu'est-ce que vous en pensiez? Oui, c'est vrai que c'était. En tout cas, moi, cet article-là, c'était assez inquiétant. Là. Je me suis dit, bon, ben moi, je suis vraiment interdisciplinaire là, entre science et éthique. Je me suis toujours plaint du fait que j'avais l'impression de tomber entre les chaises. Puis je pense que cet article-là confirme un peu ce qui se passe. C'est pas juste, c'est intéressant, ça pointait pas juste vers le fait que c'est ma responsabilité, mais aussi le fait que c'est peut-être l'institution qui, tu sais, ça peut être inconscient aussi, là, que ça nuit un petit peu notre... ben, ça se protège, donc les institutions se protègent, il y a un certain conservatisme là, qui est là à l'intérieur des institutions, puis ça nuit peut-être ben, pas juste à l'interdisciplinarité, mais à des façons peut-être autres de faire de développer le savoir académique. Sylvain, peut-être, je suis curieux de t'entendre réagir là-dessus. Là. Ça te fait-tu peur? As-tu peur de ne pas te placer parce que tu es un peu interdisciplinaire? C'est un peu le sentiment que j'ai toujours eu, là. J'ai toujours eu l'impression de ne pas avoir de chez moi et d'être un peu perdu. J'ai pas lu l'article en question, mais je vais regarder, là, très certainement. J'ai jamais vraiment regardé ça, là, à quel point peut-être le profil peut-être plus interdisciplinaire pouvait peut-être limiter tes options, tes opportunités, mais ça me fait penser en fait à un livre de Bourdieu, là, Homo Academicus, où Ouais. il fait un peu la sociologie des universités. Et puis ce qui est intéressant dans une de ses grandes conclusions, si on veut, et ça recoupe un peu cette question-là d'interdisciplinarité, c'est qu'il y a comme en fait, il décrit les universités comme étant très conservatrices. Il décrit ça un peu comme presque les équivalents modernes de la noblesse d'autrefois. Donc, c'est très réglementé. Il y a beaucoup de titres aussi qui sont associés à ça. Et ce qu'il démontre dans son livre, c'est qu'il y a un peu une lutte de pouvoir entre deux. C'est-à-dire qu'il y a le pouvoir intellectuel et il y a le pouvoir académique. Et ce qu'il décrit comme des gens qui accumulent du pouvoir ou du capital académique, c'est les gens c'est vraiment les chercheurs universitaires
très spécialisés, Hmm. qui vont cumuler aussi des fonctions administratives à l'intérieur de l'université. Et c'est souvent eux qui vont avoir les promotions. C'est souvent eux qui vont siéger dans les comités pour les admissions dans les études supérieures, les cursus aussi, la construction des programmes, le choix des cours, tout ça. Donc, ils ont des fonctions là-dedans. Et c'est aussi en même temps les profs qui ont le plus d'étudiants à la maîtrise et au Ben doctorat. oui. Et il y a ça qui contrôle, si on veut, l'université. Et puis, il y a le capital, le pouvoir intellectuel qui est un peu tous les grands noms qu'on connaît. C'est-à-dire, si on regarde Marx ou si on regarde peut-être plus proche de nous des gens comme Georges Dumézil, comme Michel Foucault, comme Jacques Derrida, qui sont des grands noms qui, peut-être moins, ça dépend pour certains, mais peut-être de leur vivant ou pendant leur carrière, ont été un peu périphériques ou marginalisés par l'université, qui finissent par entrer plus tard. Mais dans ces cas-là, ils ne cumulent pas de fonctions, ils n'ont pas de tâches administratives et ils ont presque, dans certains cas, ils n'ont presque pas d'étudiants au doctorat. Donc, je trouvais que c'était intéressant à voir un peu entre les deux. Je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être deux profils à viser, soit l'académique, puis aller vraiment dans l'administration universitaire ou y aller plus, disons, dans la liberté intellectuelle et de se laisser guider par ça. Donc, mais en même temps, c'est intéressant parce que c'est vraiment les deux pôles dominants qui structurent le champ universitaire. Comme dans la société, hein, il y a le pôle culturel et le pôle économique qui s'opposent ensemble aussi. Donc, il y a la même chose un peu qu'on retrouve à C'est vrai. l'université. Ève, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Non, mais du moins, simplement dire que il faut en être conscient. Puis la raison pour laquelle je le soulignais, c'était peut-être du fait que l'intelligence artificielle, particulièrement, c'est pas une question purement théorique. Là. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, on va en avoir besoin des chercheurs interdisciplinaires parce que ça pose des questions qui sont éminemment difficiles à répondre en regardant simplement d'une lunette, en ayant seulement ses yeux de juriste, ses yeux de programmeur, ses yeux de sociologue ou d'éthicien. Puis, ça pose des défis. Donc, c'est ça. C'était petit moment de prise de conscience pour s'assurer de faire attention à ce genre de biais-là qu'on a tous. Très intéressant. Oui, tout à fait. Sylvain, sur l'entrevue avec Martin Gibert, toi, c'est quoi qui a attiré ton attention? Il y a beaucoup de choses, mais peut-être la première que j'aimerais peut-être dire, c'est j'ai un peu. Moi, c'est évident. Je veux dire, je ne consomme pas une énorme quantité de travaux en éthique parce que ce n'est pas directement mon champ. Puis, donc, je connais un peu, mais c'est quand même toujours un peu exploratoire, puis en survol un peu mes affaires. Et puis là, je pense que ça me fait comprendre, m'aider un peu à faire comprendre, peut-être à saisir ce que ça peut avoir comme avantage, l'éthique que ça te permet de faire. Et il y a cette question-là d'interdisciplinarité. Mais il y a aussi, je pense, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de problématiser, en fait, ce qu'on peut appeler, ce qu'on a déjà décrit dans les épisodes précédents, nous, là, comme l'IA spectacle, c'est-à-dire l'idée des promesses, des bulles technologiques, là, c'est-à-dire des cycles de hype qui représentent un peu l'évolution de l'intérêt, de l'engouement pour des technologies qui sont à la mode, et puis que ça peut s'estomper, ça, à travers le temps comme ça. Mais en fait, le discours de l'IA a montré que c'était une rhétorique de progrès, de rupture aussi qui était à l'œuvre, de nouveauté, que cela va arriver, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'on décide, ça, c'est une révolution en marche. Et donc, on parle un peu là-dedans, toujours un peu dans ce discours-là, du futur comme toujours au futur, donc sans jamais vraiment avoir le regard réflexif sur le présent. Ah oui, c'est intéressant. Et je pense qu'en même temps, ce discours-là, disons, des promesses, ça occulte la dimension politique aussi, en même temps, et le contexte social dans lequel ces discours-là s'inscrivent. À trop mettre l'accent sur les promesses de l'IA, on contribue, si on veut, à déplacer ou à orienter les discussions sur des enjeux qui sont spéculatifs ou futuristes, à la place des réflexions plus critiques qui doivent être faites sur le sens politique présent du développement de l'IA et sur l'orientation, disons, plus générale des sociétés et de nos systèmes politiques. Oui, c'est vrai que je pense que c'est une critique qu'on fait à l'endroit de la singularité. Puis je pense que Ève aussi en parlait la dernière fois. Là, la singularité, bon, c'est intéressant, mais en même temps, ça évacue les vrais problèmes de l'IA. Alors, comme tu le dis, on parle de quelque chose de spéculatif, mais
c'est pas quelque chose de réel sur lequel puis ça évacue des problèmes sociaux, des enjeux qui autrement, on pourrait consacrer des efforts, des forces, des ressources. Je pense que l'éthique permet un peu de resituer la question de l'IA sur le terrain plus politique, si on veut. Vraiment. Donc, c'est peut-être ma première remarque. Là. Je pourrais aller plus loin, mais je ne veux pas prendre trop de place. Non, on le sait que tu es capable d'aller très loin, Sylvain. Maxime, maintenant. Maxime, toi, qu'est-ce qui a attiré ton attention? Je suis curieux de t'entendre. Une première remarque que j'ai eue en écoutant le podcast, puis ça suit un peu ce que Sylvain disait. Moi, mon opinion, c'est que les méthodes d'intelligence artificielle, oui, elles questionnent l'éthique, mais la capacité éthique des algorithmes, c'est encore assez balbutiement. Mais par contre, ce qu'on remarque quand on est un membre de la communauté de l'intelligence artificielle, c'est que c'est une communauté très politisée et très polarisée autour des questions de intelligence artificielle pour le bien ou pour le mal. Par exemple, au niveau local, rien qu'au Québec, il y a eu la déclaration de Montréal pour une intelligence artificielle durable et éthique en 2017. Il y a des professeurs qui prennent régulièrement parti sur des questions. Par exemple, Doina Prekub qui a écrit une lettre contre les armes automatiques Oui, les systèmes d'armes automatiques. au premier ministre Justin Trudeau. Donc, il y a énormément de prises de position aussi par les membres de la communauté. Puis je dirais que donc leurs positions politiques, elles sont beaucoup plus importantes par rapport à ce que les algorithmes sont capables de faire en termes d'éthique Oui, c'est présentement, vrai que en ça tout doit cas. être impressionnant pour quelqu'un comme toi, là, les pieds dedans, là, c'est-à-dire que souvent, c'est le débat qui se déploie autour. Là. Est-ce que Ouais. toi, ça te fait peur? Est-ce que tu trouves que c'est complètement, tu sais, c'est de l'enflure ou tu dis non, ils sont pas loin des questions qui sont essentielles? Je me rappelle, moi, dans un autre débat, les biotechnologies, j'en faisais, je me disais, mais ils sont bien énervés, je suis juste en train de... C'est des petits gènes, c'est rien, t'as-tu cette impression-là aussi que on fait, Moi, il y a moi, trop mon de ressenti. monde, on pose des problèmes là où peut-être il n'y en a pas? Non, non, non. Moi, je pense que c'est des questions fondamentales. Après, moi, dans ma recherche, au jour le jour, c'est vrai que mes problèmes, ils sont pas liés à des questions d'éthique qui vont changer, enfin, qui posent des dangers en éthique. Mais c'est vrai que justement, en écoutant le podcast que tu as fait, euh, j'ai trouvé que, par exemple, l'exemple de la voiture autonome, c'est un exemple qu'on donne beaucoup. Ah, si on veut déployer une voiture autonome, la voiture, qui est-ce que la voiture va tuer en cas d'accident? Oui. Puis j'ai intercepté récemment une conversation entre des chercheurs qui disaient que les assureurs observent dans leurs statistiques que les voitures qui ont des niveaux élevés d'automatisation, ben, en fait, sont liées à beaucoup moins d'accidents Ben oui. et ils planifient dans leur bouquet d'assurance de diminuer les prix pour assurer les voitures qui sont hautement automatisées. Tu me dis que les Donc, assurances vont baisser nos assurances? si tu as une voiture qui a des Hmm. niveaux d'automatisation élevés, il y a des chances, oui. Oui, ils vont augmenter leur marge de profit, Oui, peut-être. oui. Et donc, juste pour conclure sur ce point, c'est Oui, vas-y. que dans la société, on voit que même si en pratique, on n'a pas encore des systèmes qui sont capables de prendre des décisions vraiment très éthiques, on observe quand même des bénéfices pour le bien commun, pour la société, avec des voitures qui causent moins d'accidents. Donc, oui, les questions d'éthique sont intéressantes, mais il faut voir aussi, il faut aussi prendre de la hauteur sur vraiment ce que ça influence dans nos sociétés. Oui. Ève, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, mais en fait, j'ai des questions. Puis, ajouter des choses. D'abord, oui. Par rapport. Donc, Martin Gilbert, il parle beaucoup du dilemme du tramway ou du dilemme de l'automobile. Puis, je dois dire que moi, quand la première fois, j'ai vu annoncer son livre, puis je l'ai vu faire la promotion de l'extérieur, je me disais, ah, c'est du hype, c'est de la tu sais, je suis tannée d'entendre ces questions-là, mais il les fait excessivement bien et il met toutes les nuances nécessaires. Il n'est pas du tout dans la surenchère. Il fait vraiment juste utiliser le dilemme du tramway ou de la voiture autonome pour le présenter, pour illustrer des réflexions importantes d'une manière qui plaît à tous. Il réussit excessivement bien à faire quelque chose qui peut être aussi intéressant pour le chercheur qui a les deux pieds dedans, je crois, que pour monsieur, madame, tout le monde. Et c'est un défi qui est excessivement difficile à réaliser.
Et il le fait avec brio. Donc, première chose. Deuxième chose, c'est une question pour toi, Maxime. En fait, tu dis, moi, mes recherches ne posent pas de questions éthiques. Et puis, c'est une réflexion à laquelle je m'attelle ces temps-ci. Comment est-ce que puis c'est vraiment, là, c'est pas orienté du tout, c'est vraiment de la curiosité. Mhm. Est-ce qu'il n'y a pas des angles morts? Puis comment est-ce qu'on fait pour se dire, mes recherches ne posent pas d'enjeux éthiques versus mes recherches posent des enjeux éthiques que je ne vois pas parce qu'ils sont dans mon angle mort? Comment vous faites cette réflexion-là en tant que chercheur en intelligence artificielle? Ok. Comment tu peux être Ben, en mesure d'affirmer autant? oui, oui, c'est vrai, tu as raison. En fait, ben, c'est juste, j'appuierai ma réponse sur ben, à quel point une recherche va avoir des implications dans la société, puis dans la vie réelle. Puis moi, je trouve que ma recherche, en tout cas pour le moment, elle est très préliminaire, puis elle est vraiment sur des environnements synthétiques. Donc, c'est vrai que ben, moi, au jour le jour, quand je développe mes expériences, c'est des questions que genre, je me pose pas parce que je peux pas prendre en compte l'intégralité du cheminement de mes cas synthétiques jusqu'à l'application. Mais oui, ensuite, si par exemple, il y a d'autres chercheurs qui venaient à reprendre mes travaux, puis qui voudraient peut-être l'appliquer sur des choses qui sont plus concrètes, ben là, ça poserait des questionnements. Mais c'est quand même assez segmenté, les étapes entre la recherche fondamentale, puis la dissémination dans des applications. Parce Oui, que ouais, vas-y. j'écoutais un chercheur qui disait des choses intéressantes un peu sur ces questions-là. Il disait, bon, la plus grande crainte d'un chercheur académique, c'est que ses recherches n'aient pas d'impact, qu'ils ne soient pas lus, qu'ils ne soient pas utilisés. Mais est-ce qu'on ne devrait pas changer de paradigme et se mettre à craindre que nos recherches, est-ce que le cauchemar du chercheur ne devrait-il pas être que ses recherches soient réutilisées à des fins malveillantes à la place? Puis il donnait l'exemple. Lui, maintenant, il se concentre en intelligence artificielle, mais c'est un mathématicien, puis ses premières recherches s'appuyaient, c'est des réflexions qui partaient du projet Manhattan, puis la bombe atomique. Bon, clairement, on n'est pas dans le même domaine du tout, puis c'est de l'hyperbole, mais c'est ça. Donc, si en ce moment, tu es en train de développer quelque chose qui certainement n'a pas d'impact éthique problématique à court terme, mais qui pouvait être réutilisé dans le futur, dans 3 ou 4 étapes de plus, là, comme quelqu'un reprend, puis reprend, puis reprend. Est-ce que tu réfléchis à ces éventualités-là, puis est-ce que tu te projettes dans le futur, si je fais ça, comment ça pourrait être réutilisé dans le futur? Honnêtement, je suis pas suffisamment avancé dans mon doctorat pour me Mais poser comment tu ce fais pour genre de avoir de questions. l'argent? Je pense que il faut être concret, là. C'est-à-dire que quand on fait de la recherche, il y a toujours ça, le dilemme des académiques, là, c'est donnez-moi de l'argent, ça sert à quelque chose. Puis quand on se met à questionner les utilités de tout ça, là, ils disent ben, finalement, c'est juste de la recherche fondamentale, ça sert à rien. Fait que toi, quand tu vas chercher de l'argent, tu dis que ça sert à quoi, ce que tu fais? Ben, en fait, moi, je dis que ça sert, mais ça sert à combler des trous de connaissances, on dit des knowledge gaps en anglais, dans des boîtes un peu théoriques où il manque des preuves, où il manque des théorèmes, des garanties. Mais c'est comme ça que ben, je montre que ma recherche a de l'intérêt. Mais c'est vrai que, ben, par exemple, en ce moment, je suis en train de rédiger une proposition de recherche et ma proposition de recherche est beaucoup plus argumentée dans ce style que dans des arguments d'application, Ah, etc. Donc, puis je pense que ben, un comité qui lit un comité spécialisé qui lit ben, sera capable de comprendre la valeur de ma recherche, même s'il ne voit pas tout ça. mais je suis puis là, je ne veux pas non plus étirer, mais je suis convaincu que si je te pose 2, 3 fois de suite la question à quoi ça sert, tu sais, comme là, ça sert à combler des manques théoriques, mais tu sais, Mhm. je pourrais ajouter, puis une fois qu'on va avoir comblé à quoi Oui, ça oui. va servir, puis à quoi ça va servir, puis à quoi ça va servir, mais ultimement, il y a quelque chose qui se passe. Mais en tout cas, je ne veux pas non plus étirer la sauce, mais c'est intéressant la question d'Ève. Je pense que les chercheurs, pas juste quand on a les mains dans le technique, là, mais même dans dans d'autres champs, nos questions sont très pointues, mais quand on se demande à quoi ça sert, c'est sûr que si on prend quelques pas de recul, on le voit bien que ce qu'on fait a un impact souvent beaucoup plus large que juste les thèmes qu'on a osé aborder dans dans nos travaux de thèse, là. Ben, deuxième tour de table d'abord. Toujours l'entrevue avec Martin Gibert. Donc, on parle d'éthique, on parle de morale, on parle de robotique, on parle d'éducation.
Est-ce qu'il y a d'autres choses qui a attiré votre attention ou sinon de quoi souhaitez-vous parler à partir de cette entrevue, de cet épisode? Recommençons avec Ève. Moi, la manière dont il abordait l'éthique de la vertu dans le débat de la voiture autonome aussi m'a intéressée. Puis sa solution un peu innovante aussi qu'il proposait on va interroger les personnes vertueuses et on va tirer une moyenne de ça pour implémenter ça dans la voiture autonome. Je trouvais ça intéressant. Puis ça fait aussi des liens avec ce qu'on fait en droit un peu, la personne vertueuse placée dans des situations similaires. On a enlevé vertueux en droit, on a remplacé ça par raisonnable pour être un petit peu plus juriste, mais c'est quand même le même raisonnement qu'on fait lorsqu'on s'interroge à des questions de responsabilité civile. On cherche si une faute, un dommage et un lien de causalité, et pour évaluer la faute, on se place dans la situation d'une personne raisonnable dans Dans des même situations circonstances. similaires, exact. Donc, un médecin raisonnable qui utilise l'intelligence artificielle, ce genre de choses-là. Mais on reste dans le théorique, là. On ne va pas voir la vraie personne raisonnable. On l'hypothétise. Donc, je trouvais ça intéressant ce qu'il proposait d'aller faire des vrais sondages. Cependant, je me posais des questions sur deux choses. D'abord, on sait que les sondages, c'est représentatif à moitié. On a toujours un biais dans la manière dont on répond à un sondeur. Est-ce qu'on va être à l'aise de dire oui, moi je le tue le bébé, moi je la tue la personne âgée? Est-ce qu'on fait vraiment la même chose? Est-ce qu'on dit la même chose au sondeur que ce qu'on ferait lorsqu'on est derrière le volant? Hmm. Tu le disais, Jean-François, la majorité des cas, les gens ils figent. Oui. Les gens ils figent. Puis, donc c'est ça, je m'interrogeais un peu sur... Qui sont ces personnes? Moi, c'est plus ça c'est ça aussi là, qui m'intéresse là, dans l'éthique de la vertu. C'est toujours ça. Là, on dit, on va s'appuyer sur l'opinion de personnes dites ou reconnues comme étant vertueuses, mais ça tourne en rond. Là, tu sais. Qui on va placer dans ces chaises-là, à qui on va demander l'opinion, puis il y aura toujours des gens autour d'eux pour contester ne serait-ce que ce choix. Puis qui on va choisir pour faire ce choix. Donc, ouais, tu sais, ça finit par s'éloigner. En tout cas, il y a des difficultés internes. Maxime, tu voulais dire quelque chose? Oui, moi, je voulais aussi réagir dans la même direction que Eve par rapport à l'utilisation de sondages pour induire des décisions dans les algorithmes d'IA. C'était aussi une limitation que j'ai identifiée dans la proposition de Martin. Une autre limitation pour complémenter, c'est que euh, par exemple, si on fait un sondage, donc c'est déjà un processus qui est très cher, qui est très coûteux, qui est soumis à beaucoup de corruption potentiellement, mais aussi comment faire pour généraliser le résultat du sondage à une infinité de situations qui pourraient être à peu près la même chose, mais un petit peu variables. Et parce que en fait, les algorithmes d'IA, ils sont typiquement pas exposés à la décision vie ou mort de certaines personnes. Par exemple, dans le cadre de l'exemple de la voiture, c'est des décisions de freiner, accélérer, tourner, puis un micro-angle, accélérer de quelques centimètres, enfin, accélérer de quelques kilomètres heure, etc. Donc moi, ça a évoqué ma curiosité, puis mon doute aussi sur vraiment utiliser des sondages dans ces technologies, je suis pas sûr. Mais enfin, peut-être qu'on pourra en rediscuter plus tard. J'ai trouvé un article qui s'intéresse à implémenter l'éthique dans l'IA, on pourra en rediscuter. C'est quoi l'article en question? Je suis curieux déjà de t'entendre. Euh, bah, c'est une lecture que j'avais fait à l'été dernier qui avait été publiée à la prestigieuse conférence ICML. Le titre de l'article, c'est Reinforcement Learning Under Moral Uncertainty. Donc, l'apprentissage par renforcement. Donc, ça, c'est un type d'IA sous l'incertitude morale. Puis les auteurs se sont posé la question de comment implémenter le concept d'incertitude morale. Je ne sais pas si vous connaissez, Non, pas Sylvain, du tout. peut-être. C'est Ok. cet article-là, non? Bah, l'incertitude morale, c'est un récent développement en éthique, en philosophie de l'éthique, qui part du principe qu'il y a beaucoup de théories d'éthique, par exemple l'utilitarisme, la Conséquentialisme, déontologie, déontologisme. etc., etc. Puis en fait, bah, maintenant qu'on a tous ces développements théoriques, bah, en fait, quelle est la théorie qui est la plus préférable pour une situation? Puis comment faire le choix de ça? Puis donc l'article
essaye d'implémenter une technologie qui arrive à faire le choix entre différentes théories éthiques. Et c'est C'est une ce qu'ils recherche qui appellent a été... l'incertitude éthique, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis c'est une recherche qui a été financée par Uber AI. Eh Puis je bien, trouve que c'est pas anodin parce que c'est Uber, c'est une entreprise de voitures autonomes, de taxis. Enfin, on voit très bien leur ambition dans les prochaines années, en tout cas. Moi, je la vois. oui, puis on comprend le concept d'incertitude éthique de prendre ou non un Uber, ça, très certainement. Sylvain, qu'est-ce que tu as ajouté sur quelle autre observation, savante observation tu vas nous faire sur l'épisode avec Martin Gibert? Je dirais, il y a peut-être sur la question de quand on prend l'éthique comme ça, surtout avec bon, quand on regarde sur le plan du cadre, là, du guide, un peu comme dans les mêmes eaux là, que la Déclaration de Montréal sur l'éthique. Je pense que d'ailleurs, c'est indiqué dans la déclaration elle-même. Là, l'un des problèmes, c'est la nature duale de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est pas une technologie unique, comme pouvait l'être, par exemple, je vais faire un parallèle, mais c'est pour aux fins de la démonstration, mais comme pouvait l'être, par exemple, la bombe nucléaire, Hmm. qui rendait un peu son contrôle, sa prolifération ou sa surveillance beaucoup plus facile que l'IA peut l'être dans son développement. Et je pense que le problème le problème que l'éthique fera face ou fait face, c'est on peut se doter de toutes sortes de chartes éthiques ou d'encadrements légaux qu'on veut bien, mais je veux dire, on ne peut pas contrôler lorsqu'on arrive dans l'arène internationale ou l'environnement international, on ne peut pas contrôler ce que les autres États vont faire ou comment ils vont, Ouais. quelles seront leurs perceptions de l'éthique, quels seront leurs cadres à eux. Et puis la difficulté dans le domaine économique, c'est que si vous avez trop de législation, de réglementation, ben, ça freine l'innovation comme telle. Et lorsqu'on arrive sur le plan économique ou le plan technologique ou le plan stratégique ou militaire, ben, ces cadres légaux-là peuvent être des freins à l'avancement des technologies. Et lorsque vous arrivez dans une situation potentiellement conflictuelle, ben, vous pouvez avoir un désavantage par rapport à un État qui n'aurait pas les mêmes scrupules éthiques que nous. Donc ça, c'est peut-être la question, parce que si on revient encore avec la bombe atomique, ben, c'est les mêmes, la science, les matériaux pour fabriquer une arme, une bombe de ce type-là, c'est identique. Peu importe qui la fabrique, c'est la même chose. Ça prend les mêmes choses, c'est les mêmes procédés. C'est pas vrai en intelligence artificielle. On peut pointer la variété des approches en IA qui sont très différentes les unes des autres, la variété des visions aussi. Pour certains, on l'a dit la dernière fois, on imagine là, une IA avec des capacités surhumaines, avec une transcendance des humains, comme on voit dans la science-fiction. Et pour d'autres, ben, c'est simplement un GPS de la voiture ou un réfrigérateur qui est connecté. Alors, si on n'arrive pas à définir avec rigueur ce qu'est l'IA, comment on peut espérer la réguler comme telle? Hmm. La bombe nucléaire aussi, ça a une seule fonction, c'est pour détruire, c'est pour dévaster. La même chose avec d'autres technologies comme des avions furtifs, alors qu'un même algorithme peut être utilisé aussi bien pour détecter des tumeurs sur une imagerie médicale que pour scruter, faire de la reconnaissance faciale pour des images fournies par des drones qui sont à la recherche de cibles. Donc, ça peut être le même algorithme. Donc, ça pose un problème justement pour la surveillance, le contrôle et l'encadrement urbain, pas urbain, mais l'encadrement éthique comme tel. Ben oui, donc la complexité Aussi, de l'IA versus la moins grande complexité de surveillance peut-être de l'arme atomique. Je voyais Ève réagir, faire des questions avec ses yeux, puis finalement lever la main. Oui, Vas-y. de deux choses l'une. Bon, d'abord, la bombe nucléaire, oui, c'est clair que c'était pas une technologie à double usage, mais le nucléaire en tant que tel, il y a quand même Oui. Je te ferai pas des cours d'armement et de militarisé, là. Tu es beaucoup, beaucoup plus connaissant que moi, mais si on reprend un petit pas de recul en matière de nucléaire, il y a quand même des usages positifs aussi. Puis... Donc, c'est ça. Mais là où je réagissais peut-être le plus fort, c'est lorsqu'on dit que l'encadrement légal, c'est un désavantage. C'est un mythe, à mon sens. C'est pas vrai. Puis on le constate, là. Au contraire, l'encadrement, les normes, ça donne une plus grande certitude. Ça permet aux entreprises de savoir où sont les lignes à ne pas dépasser et donc d'être souvent, ça freine pas l'innovation, ça met un donne cadre. un cadre plus clair dans lequel on peut mieux s'amuser, alors que si on est toujours incertain, on ne prend pas de risque. Lorsque les lignes sont claires, on sait ce qu'on ne doit pas dépasser, puis on peut innover un petit peu de manière un peu plus créative.
On Donc, peut c'est même quelque les chose qu'on entend. dépasser des fois si. Oui, absolument. Mais on sait où elles sont. On sait où elles sont. Donc, c'est quelque chose qui est véhiculé de dire, mettez pas de régulation, puis c'est souvent véhiculé par l'entreprise. Si vous nous régulez, ben, on ne pourra pas être aussi performant que la Chine, que la Russie, Oui, mais c'est vrai que c'est c'est ça. pas démontré, puis c'est toute la perspective européenne de dire si on met des balises claires, on C'est vrai risque qu'on de oppose voir. les deux, Ouais. hein. Puis alors que ça pourrait être tout à fait synergique. Oui, tout à fait. On dit il y a des normes, donc c'est un frein à l'économie, alors que ça peut être juste une balise, puis un cadre pour justement s'assurer que ça se développe, mais ça se développe bien et d'une façon efficace. Maxime, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, ben, j'aimerais réagir juste avec un exemple. Ce que Eve a évoqué, ça me fait tout à fait penser au RGPD, la régulation sur la vie privée dans le numérique, où on Protection voit, des données, ouais, ouais. ouais, ouais, exact. On voit que d'un côté, on a les États-Unis qui ont une école où ben, justement les algorithmes, l'industrie du numérique est très libérale. De l'autre, on a l'exemple opposé avec la Chine qui est qui contrôle absolument tout ce qui se passe sur l'Internet. Puis on a une voie légale, enfin, une régulation, le RGPD, que l'Europe a proposé, puis qui propose une troisième voie. Et donc, ça lui permet vraiment de s'inscrire dans l'industrie du numérique comme une troisième voie avec une forte identité dans les innovations qu'ils vont proposer. Et donc, parfois, la loi peut aussi pousser Oui, des innovations. oui, tout à fait. Très intéressant. Donc, un cadre qui peut différer d'une nation à l'autre, mais qui pose des balises, qui met des cadres qui nous permettent de développer tout ça dans le bon ordre. On a fait notre tour de temps. Non, Maxime, est-ce que tu as écouté l'épisode attentivement? Je ne veux pas te voler tes observations aussi. Qu'est-ce que tu as à ajouter sur l'entrevue avec Martin Gibert? J'ai couvert les deux remarques Ah oui. principales. Donc, j'ai plus grand-chose à ajouter. Ben là, tu as le droit. Les autres, avez-vous des choses à ajouter sur cet épisode avec Martin Gibert? J'aime ça dire Gibert avec cet accent-là. Gibert, c'est mon accent du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ressort. Avez-vous d'autres choses à ajouter? Ben, je te retournerai peut-être la table. Toi, tu as quand même eu le plaisir de t'amuser sur un sujet qui t'est cher, la formation des étudiants en éthique. Qu'est-ce qui t'a marqué Ben moi, de j'ai manière... remarqué que j'ai trippé, c'est sûr. Moi, je te le disais, là, ça fait longtemps que je veux développer un cours d'éthique, puis j'organise ça dans ma tête, j'organise des activités, je pense à des textes, je classe. Tu sais, c'est quelque chose d'organiser un cours, en faire quelque chose de rigoureusement, intellectuellement intéressant, mais aussi qui peut être passionnant aussi pour les étudiants que tu veux cibler. Moi, c'est des étudiants en sciences et génie, fait que je serais curieux de voir comment on adapterait ça, mais c'est sûr que mon angle serait. C'est sûr que dans l'organisation de Martin, c'était intéressant, mais je pense que je partirais plus du terrain avec mes étudiants. Partir des applications, je dirais que quasiment mes deux premiers cours, ça serait de justement sortir de leur petit champ de compétences. Où vous faites juste des petites affaires tout petites dans votre petit champ de compétences. Les deux premiers cours, on va faire quand même un tour là, de quelles sont les applications en intelligence. Qu'est-ce qui se fait? Parce que si tu n'as pas cette connaissance générale-là, tu ne pourras pas faire le pas supplémentaire pour te poser des questions un peu plus englobantes. Comment tout ça, à quoi ça rime? C'est quoi les utilités? C'est quoi les critiques qui peuvent venir? Donc, je partirais peut-être du terrain, puis tranquillement, je dirais que les grandes théories morales arriveraient peut-être un peu plus tard, où on éclaire la réflexion plutôt que la proposer dès le départ. Mais c'est sûr que c'est des thèmes. Vous, est-ce que vous l'auriez suivi, ce cours-là? Il est là, il est en ligne, là. Ça vous tente pas? Moi, je prévois le faire, sincèrement. Peut-être pas, il parle de 25 heures, là. J'ai l'impression qu'il y a C'est pas probablement des choses que... 25 heures de libre, là. Mais 6 là, c'est 6 heures, certainement. J'imagine que les lectures, il y en a peut-être un certain nombre que j'aurais déjà vu passer. Mais oui, j'envisage tout à fait de le faire. Il disait qu'il y avait Euh, des belles vidéos avec des casquettes, là. Fait qu'il se mettait des casquettes pour. En tout cas, je serais curieux de voir. Je pense que je vais m'inscrire juste pour voir ces vidéos-là, Maxime. Oui, moi j'aimerais réagir par rapport à l'enseignement de l'éthique en informatique. Je trouve que effectivement déjà il n'y a pas suffisamment de formation et justement je trouve que la contribution de Martin c'est vraiment positif de faire un cours d'éthique de l'intelligence artificielle où c'est une introduction avec beaucoup d'exemples. D'après ce que j'ai compris, c'est ça. Mais encore plus au niveau technique.
Ce sont des cours qui sont très rares. Je pense que j'ai jamais trouvé de cours qui enseignent techniquement comment implémenter l'éthique. Là, j'ai évoqué un article, mais des cours dessus, j'en ai jamais vu. Puis ça fait référence aussi, enfin ça fait écho avec une expérience personnelle que j'ai eue l'année dernière. J'ai organisé un événement de 2 jours avec des formations pour des étudiants débutants en intelligence Ah oui? artificielle. Puis il y avait 8 présentateurs et j'ai vraiment essayé de recruter une présentation. J'ai voulu allouer un créneau de 1h30 pour justement promouvoir une implémentation éthique, durable. Et ça a été impossible de trouver quelqu'un qui avait ces compétences, qui pouvait faire un tutoriel simple, accessible, général pour des étudiants débutants. Et donc, le créneau, au final, j'ai choisi une présentation de haut niveau où on a présenté la déclaration de Montréal. Mais en termes techniques, c'est des compétences qui sont encore très rares. Trop rares, peut-être. Trop rare. C'est des compétences qu'il faut développer, entre autres, c'est ça, les informaticiens. Chez qui c'est à l'université, on a même un programme de maîtrise en intelligence artificielle. Puis, tu sais, peut-être même j'élargirais plus que l'éthique, là. Je pense qu'ils ont besoin de notions, tu sais, en sociologie, en droit, je veux dire, qui connaissent pas le RGPD. Tu sais, puis nos lois ici, là, tu sais, on en a des lois en matière de protection des données. Il y a des étudiants qui me proposent, moi, dans mon cours, on résout des problèmes éthiques. J'ai des étudiants en informatique qui ne connaissent pas le cadre, ils connaissent pas le cadre normatif, pas du tout. Imagine tu sais, de prendre le pas de recul en sociologie, comprendre c'est quoi de la sociologie, comment on peut observer leur propre domaine avec un petit regard externe. C'est quoi la science? C'est quoi que vous faites en ce moment? Puis après ça, on ajoute l'éthique. Donc, il y aurait de la place, me semble-t-il, pour donner ce coup de pouce là, pour qu'ils puissent élargir un peu leurs horizons. Je le dirais comme ça, Maxime. Tu vas-tu t'inscrire à mon cours si je... C'est un cours de troisième cycle, deuxième cycle. Il n'est pas encore là. Ah. Donc, il va falloir le monter, là. Donc, retiens pas ton souffle, là. C'est compliqué à organiser tout ça. Avez-vous d'autres choses à ajouter? Oui, il y avait Sylvain qui voulait dernière chose avant de conclure. Oui, en fait, ben, je voulais juste rebondir un peu sur Vas-y. ce que tu disais. En fait, moi, j'ai ma perception, je ne sais pas si elle est erronée ou pas, mais lorsque tu disais qu'il ne faut pas, en fait, il ne faudrait pas que, je veux un peu contenir peut-être, ou peut-être remettre en question peut-être les prétentions impérialistes, disons, de l'éthique, c'est-à-dire qu'elle arrive à prendre trop de place. Et il ne faudrait pas non plus que ce qu'on appelle études sociales de l'IA, études des impacts sociétaux de l'IA ou euh, études critiques de l'IA comme telle, que ça soit uniquement accaparé par l'éthique, que ça se Oui, résume juste à ça. c'est Parce vrai. que j'ai l'impression qu'en ce moment, ça occupe beaucoup de place. Je sais pas, je connais pas les raisons. Je sais pas. Ça serait intéressant à faire, en fait, de regarder pourquoi l'éthique occupe autant de place que ça et peut-être moins les autres disciplines. Puis Hmm. on regarde peut-être même juste l'organigramme de l'Obivia, ça semble assez évident. Il y a beaucoup plus d'éthiciens qu'il peut avoir de. Vous regarderez les secteurs les thématiques de recherche, il y a beaucoup plus de gens en éthique que dans les autres secteurs. Donc, moi, ce serait peut-être, j'irais un peu aussi dans ce sens-là, qu'il ne faut pas que tout ce qu'on appelle études sociales ou observation des impacts sociétaux, que ce soit éthique toujours. C'est vrai que l'éthique a le dos large, là. Souvent, on met de tout et n'importe quoi en éthique, là, en tout respect envers ceux qui se targuent de cette épithète d'éthicien. Maxime, tu voulais conclure? Oui, oui, pour clôturer sur la boucle de ce que je voulais dire, par exemple, je sais que dans les conférences de recherche en informatique, il y a souvent des entreprises qui sponsorisent ces conférences. Puis ce sont des discours rapportés. Moi, j'ai pas observé ça, mais ce qu'on m'a dit, c'est que généralement, les entreprises qui font du ethics washing ou qui Mhm. promeuvent justement une recherche durable et éthique dans leurs algorithmes, ont beaucoup plus de succès. C'est beaucoup plus compétitif de rentrer dans ces entreprises par rapport à des entreprises qui assument plus une recherche poussée vers le profit, etc., Ah qui oui, ont plus de difficultés à recruter, à recruter. Donc, comme je disais au début, ça polarise vraiment la communauté, puis ça a des influences même sur le succès de certaines entreprises, du coup. oui, tout à fait. Donc, l'éthique washing, on met des valeurs en vitrine, puis
à ce que ces valeurs-là ont réussi à se transformer en action réelle. Donc ça, c'est une autre histoire, un autre cheval de bataille. Écoutez, on a fait le tour. Merci à vous. Merci d'être là encore une fois aujourd'hui. Merci surtout à Martin Gibert pour sa générosité, ses explications, ses lumières. C'est très agréable de discuter avec lui. Et merci à mes collaborateurs, encore généreux, plus qu'allumés encore aujourd'hui. Donc, Ève Gaumont était là. Merci, Ève. Merci à vous. Sylvain Munger était là. Merci, Sylvain. Salut. Et Maxime Heuillet était là aussi. Merci encore, Maxime. Merci à toi. Et merci également à vous, auditeurs, auditrices d'IA Café, votre enquête sur la recherche en intelligence artificielle, sur les enjeux éthiques, sociaux, juridiques, techniques, nommez-les. Merci encore pour votre curiosité, votre intelligence, votre écoute. Et encore une fois, je le dis, là, nous avons l'auditoire sûrement le plus intelligent du Apple Store. Donc, une belle intelligence naturelle, donc sans artifice artificiel, une vraie intelligence naturelle et humaine. Tiens, on va ajouter ça. On se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.